Bonjour. Alors tout d'abord, je tiens à remercier Anna Alter et Hélène Joyeux pour l'organisation de cette journée d'études à laquelle je suis ravie de participer. Avant de commencer, je voudrais juste éclaircir un point qui peut paraître un petit peu ambigu compte tenu de la formulation du sous-titre de cette présentation, puisque je ne vais pas parler d'art féministe, mais je vais parler de pratiques féministes d'histoire de l'art. En 1971, l'historienne de l'art féministe américaine Linda Nochlin posait la célèbre question « Why have there been no great women artists ?» Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grandes artistes femmes ? Pour mettre en lumière les facteurs sociaux et institutionnels qui limitent, sinon empêchent, la visibilité et la réussite des femmes dans le domaine artistique. Suggérant que les arguments de Linda Nochlin n'ont rien d'universel, en 1993, l'artiste égyptienne Nazli Madkour lui répond dans un livre intitulé « Women and Art in Egypt », « Les femmes et l'art en Égypte », je cite « C'est un fait que nous, en Égypte, avons eu une histoire différente de la contribution des femmes aux arts qui n'a pas encore été racontée. Bien que notre histoire nous ait accablés par des comportements similaires, sinon plus rigides, entre parenthèses que les comportements patriarcaux auxquels font face les femmes occidentales, des circonstances particulières ont permis la reconnaissance de la contribution des femmes modernes à ce champ. En effet, contrairement à la majorité des pays du monde, l'Égypte a encouragé les femmes à prendre part à la création artistique dès le début du XXe siècle, et celles-ci y sont reconnues comme des actrices importantes des mouvements de l'art moderne. Ce soutien s'est accru à l'époque de Gamal Abdel Nasser, qui était président au pouvoir en tout cas de 1952 à 1970, et qui, dans le cadre de sa politique nationaliste et moderniste, défendait l'inclusion des femmes dans tous les domaines de la vie sociale. Dans le champ artistique, les artistes femmes, comme les hommes, étaient sollicités pour contribuer à la constitution et à la diffusion d'une iconographie nationale et nationaliste. Et la période ciblée, donc des années 50 aux années 1970, correspond en effet à celle de la fondation de l'État-nation égyptien, puisque la décolonisation du pays s'achève en 1956. L'objectif de cette présentation est donc à la fois d'apporter quelques éléments de compréhension des circonstances particulières à l'Égypte mentionnées par Nazli Madkour, qui ont favorisé la participation des femmes au monde de l'art, tout en proposant des approches méthodologiques permettant de rompre avec ceux que l'on pourrait définir comme des histoires de l'art impérialistes ou occidentalo-centrées, des histoires de l'art, je veux dire féministes, impérialistes et occidentalo-centrées, qui ne prennent pas en compte la diversité des expériences et des contextes qui façonnent le parcours d'artistes femmes appartenant à des temporalités et à des géographies différentes. Il y a encore peu de travaux concernant les artistes femmes actives dans des pays extra-occidentaux. Donc cela implique de conjuguer des problématiques de genre avec des problématiques coloniales ou bien post-coloniales, et les outils méthodologiques en histoire de l'art sont encore à inventer. En tout cas, le point de départ de mon argumentation est clair, c'est qu'on ne peut pas appliquer les catégories de la modernité artistique euro-américaine à d'autres formations socioculturelles. Par exemple, le paradigme de l'artiste génial et singulier, qui est au fondement de la modernité occidentale, n'a pas d'équivalent dans l'Égypte nassérienne, qui est façonnée par une pensée socialiste et l'urgence de la cohésion nationale. Les artistes y sont considérés comme des forces de production, œuvrant à bâtir la nation moderne, et Nasser déclare lui-même dans un discours à l'université d'Alexandrie en 1965, je cite, « Tant les universitaires, les intellectuels que les artistes ont un devoir, le peuple exige d'eux qu'ils donnent leur travail, leurs efforts, leur abnégation. » Or, le paradigme de l'artiste génial et singulier est précisément au cœur de la question de Linda Nochlin, pourquoi n'y a-t-il pas eu de grandes artistes femmes ? On pourrait alors supposer que la bonne intégration des femmes dans les mondes de l'art en Égypte est au moins en partie liée au fait que les notions de chef-d'œuvre et de génie n'y trouvent pas d'application. On le voit notamment dans les biographies d'artistes d'Égypte de cette époque, qui vantent rarement un talent inné ou une vocation. En revanche, des arguments récurrents sont leur égyptianité, leur attachement à la nation et l'authenticité de leur travail. Ce principe d'authenticité est vraiment au fondement de la modernité artistique égyptienne et devient même un projet iconographique piloté par le ministère de la Culture. Donc voici un exemple significatif pour comprendre ce principe d'authenticité. En 1962, le ministère de la Culture organise une mission artistique en Nubie, en Haute-Égypte, rassemblant des artistes chargés de capter et de représenter l'identité de cette région, qui devait être en partie inondée au moment de la création du haut barrage d'Aswan. Il y a donc à la fois une volonté de patrimonialisation et de définition d'un caractère régional et au-delà national. La peintre Tahaya Halim, que vous voyez ici sur le diapo, a participé à cette mission.
Elle a peint la population, les traditions, les paysages nubiens, avec un style qui emprunte aux différentes traditions anciennes de l'Égypte, notamment l'art gréco-romain, l'art copte. Et elle en est venue à représenter si bien cette identité égyptienne que lorsqu'elle contracte en 1963 une grave maladie de l'œil, Nasser demande à ce qu'elle soit soignée aux frais de l'État. Le barrage lui-même est un emblème du développement et de la modernisation, puisqu'il devait notamment apporter l'électricité sur l'ensemble du territoire. Donc de manière complémentaire, je vous montre aussi quelques tableaux d'une autre artiste, Rifat Nagy, qui a beaucoup représenté le haut barrage d'Aswan, en mettant en avant la complexité technique de la construction à travers des compositions, comme vous le voyez, foisonnantes, complexes, géométriques. La participation des femmes à la recherche d'un style pictural authentiquement égyptien s'accompagne d'un contexte institutionnel favorable à leur activité en tant qu'artistes professionnels. Cela se manifeste entre autres dans le champ de l'enseignement artistique. La faculté des Beaux-Arts du Caire ouvre en 1908 et ne devient mixte qu'en 1947, mais dès 1939, il existe un institut d'enseignement artistique qui est réservé aux femmes. Les générations précédentes, qui étaient souvent issues de milieux européens ou bien de l'aristocratie, comme Rifat Nagy justement, se formaient auprès de tuteurs privés ou bien à l'étranger. D'ailleurs, je voudrais noter au passage que le cas égyptien fait une fois de plus mentir Linda Nochlin, qui associe à la question « Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grandes artistes femmes ?» la question « Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grands artistes de l'aristocratie ?» Et en Égypte, ce qu'on appelle traditionnellement la première génération, la génération des pionniers, est en immense partie issue de l'aristocratie. Donc ensuite, à partir des années 1950, pour revenir à l'enseignement, la plupart des artistes femmes sont diplômées de la faculté des Beaux-Arts, à quelques exceptions près, ce qui permet à des femmes de milieux sociaux plus diversifiés d'accéder au métier d'artiste. Au sujet de la formation artistique toujours, il est intéressant d'évoquer le fait que l'une des premières écoles privées d'enseignement artistique est créée au Caire au début du XXe siècle par une femme. Elle s'appelle Amelia da Forno Casonato, comme le nom l'indique, c'est une Italienne qui est arrivée en Égypte en 1902. Et parmi ses élèves, on peut citer Mahmoud Saïd, que vous voyez à côté, qui était l'un des artistes considérés comme les pionniers de la modernité égyptienne, et qui était d'ailleurs lui aussi un aristocrate. Envisager l'histoire de l'art moderne en dehors du paradigme de l'artiste génial et singulier n'est pas seulement nécessaire pour comprendre le contexte égyptien, mais c'est aussi une nécessité dans l'optique d'écrire une histoire féministe de l'art. Donc peut-être que certains d'entre vous se demandent qu'est-ce que c'est au juste qu'une histoire féministe de l'art. C'est avant tout une pratique qui part de l'idée que les sexes font histoire, pour prendre la formulation de Geneviève Fraisse, la philosophe, c'est-à-dire que la différenciation des sexes est présente dans toute situation politique et sociale, et que les relations entre les sexes sont toujours inscrites dans une histoire propre aux temporalités et aux géographies étudiées. Donc cela signifie que prendre en compte les problématiques de genre est nécessaire à tout travail historiographique. L'histoire féministe de l'art est donc une histoire des femmes dans l'art, mais c'est aussi une histoire de l'art pour les femmes. L'un de ses engagements principaux est de montrer que les artistes, qui sont connus comme des héroïnes ou comme des pionnières, celles qui ont résisté à l'oubli ou à l'exclusion, ne sont pas des exceptions. Il est urgent de montrer le nombre des artistes femmes, tout en affirmant la singularité du parcours et du travail de chacune. Le critique d'art libanais Aimé Azar, qui est l'auteur de l'une des premières monographies sur l'art moderne égyptien, a écrit un petit livre qui s'intitule « Femmes peintres d'Égypte », publié en 1953 au Caire. Dans l'introduction, il signale, je cite, « Les œuvres des femmes peintres que nous aurons à examiner n'ont presque rien de spécifiquement féminin. Il s'ensuit que le tempérament, la tradition et la culture de chacune de ces peintres étant le fruit de conjectures diverses, leurs esthétiques se trouvent contradictoires dans leur essence même. » Il pointe là un fait important. Il n'y a pas d'identité collective chez les artistes femmes d'Égypte. Il n'existe aucun groupement de femmes dans l'art, ni de mouvement féministe, qui justifie de les considérer comme un bloc. D'ailleurs, Aimé Azar inclut les femmes dans l'ensemble des livrets qui constituent la collection Peintres de l'Égypte renaissante. Il ne les enferme pas dans le livret consacré aux femmes peintres d'Égypte. Même si la notion de génie artistique ne s'applique pas dans l'Égypte nassérienne, certaines artistes femmes sont très connues, tandis que d'autres qui ont eu une carrière moins longue ou moins prolifique ont pu être oubliées. Donc, contrer l'idée d'exceptionnalité est vraiment un enjeu majeur. Dans ce sens, la sociologue Séphirine Sofio, qui a réalisé une étude des artistes femmes en France entre 1750 et 1850, propose de mobiliser les outils statistiques pour observer simultanément le plus grand nombre possible d'individus de la population concernée.
Donc je me suis essayée à l'exercice en suivant son conseil, dans l'optique aussi de quantifier mon propos. Donc j'ai commencé à relever le nombre d'artistes par sexe exposant dans le pavillon égyptien des biennales de San Paolo, d'Alexandrie et de Venise pour quelques éditions de la période concernée. On observe dans les chiffres que vous voyez sur le diapo qu'en moyenne, on a entre 20 et 30% de femmes exposant dans ces pavillons, avec en 1963 pour la Biennale de San Paolo un chiffre important qui est de 44%, mais on voit que c'est seulement 2 artistes femmes contre 3 hommes. L'édition précédente en 59 d'ailleurs 0% de femmes parce qu'on a un seul artiste qui se trouve être un homme. Mais en tout cas, on a un chiffre qui est relativement important, même si on n'atteint pas une équité parfaite, ce sont des chiffres qui peuvent faire rêver quand on voit encore aujourd'hui les programmations des musées européens, entre autres. J'ai choisi de calculer ces chiffres en partant des listes d'artistes qui sont publiées dans les catalogues de ces biennales, parce que je pense qu'il est pertinent, pour cette étude des artistes femmes d'Égypte, de passer par le biais de l'analyse des expositions. Que ce soit les expositions collectives, qui sont utiles entre autres pour le type d'évaluation quantitative que je viens de faire, ou les expositions personnelles, qui permettent d'approfondir la compréhension du travail d'une artiste et éclairent sur les choix de programmation des lieux d'exposition. L'histoire des expositions permet en effet de prendre en compte les contextes institutionnels, sociaux et politiques dans et à partir desquels travaillent les artistes. Elle permet d'étudier ce qui était donné à voir, de comprendre des stratégies politiques, tout en ne négligeant pas les aspects formels et iconographiques des œuvres. En plus, constituer le corpus d'études en prenant en compte les artistes qui figurent dans les expositions peut être une stratégie pour ne pas prendre le jugement esthétique des œuvres comme critère, c'est-à-dire pour ne pas écrire une histoire du beau, du grand, créer de nouveaux canons. Les expositions peuvent également être appréhendées comme des structures narratives, des récits, qui participent à consolider les grands récits du nasserisme au sens de Lyotard, et notamment celui de l'émancipation des femmes, qui constitue un leitmotiv des modernismes à travers le monde. En encourageant les femmes à participer à la vie sociale dans tous ses aspects, Nasser fait plus que mobiliser de nouvelles forces de production et de consommation. Il cherche aussi à affirmer que l'Égypte est une nation moderne et émancipée. De nombreux penseurs ont en effet défendu l'idée que l'état de liberté des femmes servait à mesurer le progrès des sociétés. Ainsi, à l'époque nassérienne, je n'ai pas recensé d'expositions collectives rassemblant uniquement des artistes femmes. Au contraire, les femmes étaient incluses dans les expositions officielles, comme leurs collègues masculins. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de différenciation, puisque la plupart des catalogues soulignent la présence des femmes parmi les exposants, attestant de leur participation au projet national. Au-delà des statistiques, il me semble important de regarder les œuvres exposées. C'est d'ailleurs l'un des principaux reproches qui avait été fait à Linda Nochlin au moment de la publication de « Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grandes artistes femmes ?» Dans un article qui est très justement intitulé « Representing Women, Women Representing », c'est-à-dire représenter les femmes et des femmes qui représentent, Jessica Weingart, une anthropologue américaine qui a travaillé sur l'Égypte, analyse les femmes à la fois comme des signes et comme des productrices de signes dans la modernité artistique égyptienne. Les femmes figurent parmi les sujets de représentation les plus fréquents dans les œuvres d'art moderne égyptien, et en particulier les femmes des classes populaires, comme les paysannes, les ouvrières. Or, le fait que la nation égyptienne est allégoriquement perçue et représentée comme une femme, et le plus souvent une paysanne, a beaucoup été argumenté. Afin de se faire une idée plus précise des représentations de figures féminines dans le travail des artistes femmes d'Égypte, je vous propose de regarder les travaux exposés par 2 artistes, Inji Aflatoon et Fatma Arargui, dans des expositions personnelles. Inji Aflatoon est une artiste cairote qui est très célèbre, qui a publié ses propres mémoires et dont le travail a été et toujours exposé. Vous l'avez peut-être vu cet hiver au Centre Pompidou dans l'exposition Art et Liberté. Tandis que Fatma Arargui est une artiste d'Alexandrie qui est professeure à la faculté des Beaux-Arts et qui n'a presque plus exposé depuis les années 1980. Dans l'exposition d'Inji Aflatoon, qui a lieu en 1952 dans une galerie privée du Caire, au moins la moitié des 47 œuvres exposées glorifient les activités des femmes en tant que travailleuses et dénoncent les violences qui leur sont faites, comme la répudiation, la polygamie. Quelques-uns des titres les plus évocateurs sont « Va-t'en, tu es répudiée »,« Elle travaille comme des hommes »,« La quatrième épouse ». On trouve également quelques nus. Fatma Arargui expose au Musée d'art moderne du Caire en 1958. Les femmes sont le sujet principal d'environ un tiers des œuvres sur les 49 exposées. Je me suis basée sur les titres
pour l'identification des œuvres qui n'étaient pas reproduites dans le catalogue, donc il peut parfois y avoir des doutes par rapport aux images que je vous montre. Les nombreuses paysannes et travailleuses que vous pouvez voir renvoient à l'idée d'authenticité culturelle. L'Égypte, c'est une terre d'agriculture. La réforme agraire a été l'un des principaux thèmes des politiques nassériennes et de la mise en œuvre de sa politique socialiste. Les paysannes vraiment sont associées aux grands mouvements populaires en direction du progrès et du développement économique. Même si Fatma Arargui a voyagé et a vécu à la campagne et en Haute-Égypte au contact de ces paysannes et de ces travailleuses, les femmes de ces tableaux fonctionnent plutôt comme des allégories, des symboles de la nation, de sa construction. Le texte du catalogue adopte d'ailleurs un ton très chauviniste qui en dit long sur le rôle politique attribué à l'art. Je vous cite un extrait. « L'art participe au nouveau combat pour la construction de l'un des piliers de notre nation qui fut écrasé par la tyrannie. Mais dans ce combat, l'art ne se contente pas de révéler la nature égyptienne qui découle de notre patrimoine artistique national. Il s'intègre et réagit à notre vie quotidienne. » En revanche, Inge Aflatoon, qui en plus de son travail en tant qu'artiste était une militante féministe, montre des femmes qui sont ancrées dans leur réalité sociale face à des situations de violence. Le catalogue comprend une seule phrase qui est signée par l'artiste et qui dit, je cite, « La peinture n'est que la représentation plastique de la vie sociale dans son devenir. » Selon Inge Aflatoon, l'artiste joue donc un rôle de témoin tout en défendant une capacité de l'art à agir sur la société. La distinction entre les représentations produites par Inge Aflatoon et par Fatma Arargui sont aussi à mettre en relation avec les lieux d'exposition, puisque Inge Aflatoon expose dans une galerie privée, c'est-à-dire dans la sphère indépendante. Elle est donc l'auteur de sa propre exposition et en maîtrise le récit. D'ailleurs, elle décrit cette exposition dans ses mémoires comme un manifeste communiste et féministe, tandis que l'exposition de Fatma Arargui se tient au Musée d'Art moderne du Caire, c'est-à-dire un haut lieu étatique. Pour simplifier, ce serait un récit validé, voire formulé par l'État. Le travail des artistes femmes d'Égypte se distingue en tout cas par son caractère politique, qui est volontiers mis en avant dans les expositions. Cette caractéristique va encore une fois à l'encontre de Linda Nochlin, qui regrette que les artistes femmes d'Europe soient limitées à des genres considérés comme mineurs, comme la peinture de fleurs, la nature morte, etc., en partie parce qu'elles n'avaient pas accès à l'apprentissage à partir du nu, du modèle nu, qui était indispensable pour faire des peintures d'histoire, qui était le genre considéré comme le plus noble à l'Académie. À ce propos, en Égypte, les cours à partir de modèles nus dans les facultés étaient ouverts aux femmes. Je vous montre ici plusieurs exemples. D'ailleurs, le fait que les artistes égyptiennes de cette époque peignaient des nus va à l'encontre de l'idée reçue selon laquelle les représentations de corps nus étaient prohibées ou tabous dans les pays arabes. Cependant, juste pour préciser, les modèles nus sont interdits à partir des années 1980 en Égypte à cause de la montée de l'islamisme. Tout comme le paradigme de l'artiste génial ne s'applique pas dans l'Égypte nassérienne, la hiérarchie des genres établie par les académies européennes n'y a pas d'équivalent. Le nu reste surtout une étude et peindre des paysages ne semble pas moins honorable que de peindre des portraits ou des tableaux politiques, les principaux critères d'évaluation étant l'authenticité et l'égyptianité du travail. Il pourrait être tentant de parler d'un art de propagande politique, notamment en raison du lien entre la production artistique et le régime de Nasser, tout comme il serait tentant d'évoquer une instrumentalisation du travail des artistes et en particulier des femmes, qui servent à renforcer les rangs de la production, tout en contribuant par leur sexe à définir l'Égypte comme un État moderne. S'il est vrai que le devenir sujet des femmes n'a pas annulé leur être objet, pour parler en termes philosophiques en suivant toujours Geneviève Fraisse, je réfute l'idée d'une instrumentalisation. En plus, la différence dans les représentations de femmes chez Inge Aflatoon et chez Fatma Arargui, par exemple, révèle des visions et des choix singuliers, et donc des résistances face aux tendances d'homogénéisation des modes de pensée qui sont propres aux idéologies nationalistes et au modernisme. À partir des deux expositions que nous avons vues, il serait incorrect de qualifier Inge Aflatoon d'artiste indépendante et rebelle, puisqu'on retrouve chez elle des thématiques nationalistes, tout comme il serait inexact de faire de Fatma Arargui une artiste officielle exécutant un programme nationaliste, alors que les sujets qu'elle peint sont des personnes et des lieux avec lesquels elle a tissé des liens affectifs. Certaines historiennes de l'art féministe plaident justement pour la prise en compte d'éléments psychologiques dans l'étude de l'art. Prendre en compte la singularité des visions et des parcours de chaque artiste n'est pas seulement un engagement féministe, c'est aussi un parti pris que l'on pourrait qualifier d'anti-orientaliste.
La perception et l'expérience des acteurs et des actrices locaux ont souvent été négligées, voire niées par les historiens travaillant sur les pays colonisés ou anciennement colonisés. Contre cette tendance, je cite, « Il s'agit de redonner aux acteurs orientaux leur part dans les perceptions, les interprétations passées et présentes de leur milieu, et de prendre en compte leurs propres interventions dans les dits milieux. » Ce sont les propos de Jean-Claude Watin dans l'ouvrage « Après l'orientalisme, l'Orient créé par l'Orient ». Et il est à ce propos amusant de rappeler que Linda Nochlin a été l'une des premières à introduire l'usage des théories d'Edward Said et de l'orientalisme dans l'étude de l'art, notamment dans son article « The Imaginary Orient ». Ce refus de l'orientalisme implique de prendre en compte les sources locales. Or, les monographies et les textes critiques égyptiens sur l'art moderne sont rares et transmettent souvent les impressions des auteurs plutôt que de réels éléments d'analyse ou d'historiographie. En revanche, les expositions constituent et transmettent une vision endogène de l'art et du rôle de l'art. Les étudier et admettre leur capacité à produire du récit, même s'il s'agit d'histoires non verbales, permet de dépasser l'idée qu'il n'y a pas d'histoire de l'art propre à l'Égypte. Les catalogues, en plus, constituent des sources textuelles qui sont très éclairantes. Donc pour conclure, comme le relevait Linda Nochlin, répondre à la question « Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grandes artistes femmes ?» exige de questionner les systèmes institutionnels qui définissent et désignent le grand art. Le cas de l'Égypte ouvre la porte à de nouvelles réponses. Il n'y a pas de grandes ou de grands artistes, tout court. En revanche, il y a eu des artistes femmes qu'il convient d'étudier. Cette étude implique de nouvelles approches méthodologiques. Je n'ai exposé quelques-unes. Rejeter l'idée d'exception en étudiant plusieurs, voire un grand nombre d'artistes. Prendre en compte les contextes historiques, sociaux, politiques et institutionnels de travail des artistes, de monstration et de réception de leurs œuvres. Prêter attention aux iconographies et aux aspects formels des œuvres, et notamment aux représentations des femmes. Mettre en avant la singularité des artistes et de leur parcours. Refuser la généralisation autour d'une catégorie de genre ou de l'idée d'impératif nationaliste. Prendre en compte les récits produits localement. J'ai aussi expliqué en quoi passer par le biais de l'histoire des expositions pouvait permettre de répondre à l'ensemble de ces critères. La nécessité de développer de nouvelles méthodologies s'impose comme le symptôme du fait que l'histoire de l'art est à l'origine une discipline construite sur une lecture à la fois raciale et nationaliste de la création artistique et sur une omission des questions de genre. Mais j'insiste sur le fait que le féminisme et les pratiques féministes de l'histoire de l'art constituent un positionnement intellectuel et politique et non pas une méthodologie. J'ai évoqué l'importance de situer et de définir le féminisme et les femmes en relation avec le contexte étudié, mais il est tout aussi important de mettre ces termes en relation avec le contexte dans et depuis lequel nous travaillons aujourd'hui. Pourquoi cette participation féministe à l'historiographie, et entre autres à l'historiographie de l'art, est-elle nécessaire aujourd'hui ? Le féminisme, comme le dit joliment Griselda Pollock, ce n'est pas un glaçage théorique sur un gâteau académique. C'est au contraire un engagement et une responsabilité qui ont une effectivité sur les relations au monde et sur les relations entre les sujets. Dans le champ des histoires féministes, cela passe par une révolution théorique dans la compréhension de termes tels que culture, art, femme, subjectivité, politique, et par un refus absolu de l'universalisme, au sens d'une pensée qui ne tient pas compte des situations particulières. Merci.